Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Aujourd'hui, une rencontre exceptionnelle entre deux générations. Deux générations qui assurent la transmission d'une histoire douloureuse. Esther Senaud, rescapée de la Shoah, et Amir Haddad, qui incarne le nageur Alfred Nakache au théâtre. Bonjour Esther Senaud. Bonjour. Bonjour Amir Haddad. Bonjour Steve. Je suis ravi de vous recevoir tous les deux, car c'est un message d'espoir que nous allons transmettre ce matin. Esther Senaud, vous êtes née en 1928 en Pologne. Comment et pourquoi votre famille est arrivée en France ? Eh bien, mes parents sont arrivés en France, ont émigré en 1930, en grande partie chassés par l'antisémitisme et la misère qui régnait dans ce pays, et surtout pour rejoindre tout le reste de notre famille qui avait déjà émigré au début du XXe siècle en nous disant que la France était le pays de la liberté, de la démocratie et qu'on était très bien accueillis. Donc nous sommes installés dans un quartier très populaire à Belleville. Et puis là, on a réussi à reconstituer notre milieu familial, puisque toute notre famille habitait dans le même quartier. Disons que moi, j'ai gardé de mon enfance un souvenir extraordinaire de ce quartier, qui était un quartier avec une forte population d'émigrés comme nous, où il y avait une très forte solidarité à l'époque. Alors disons que on était installé dans un quartier qui s'appelait, enfin dans un passage qui s'appelait le passage Ronce, qui faisait 200 mètres de long sur 4 mètres de large. Et puis nous, vous voyez, nous étions 7 enfants. Avec mes parents, on était dans 2 pièces cuisine. Alors, je peux dire que j'ai passé toute mon enfance pratiquement dans la rue. Alors là, comme tous les enfants du quartier, vous savez, alors c'est difficile de faire des comparaisons, parce que moi, jusqu'à l'âge de 14 ans, je n'avais pas connu autre chose. Amir Haddad, vous interprétez Alfred Nakache, champion de natation avant la guerre. Il naît à Constantine, mais s'installe en 1933 à Paris. Racontez-nous un peu ce destin. Il s'agit d'un jeune Français né à Constantine, en Algérie, qui vit une enfance ambivalente parce que, d'une part, il est passionné par l'eau, par les nageurs, et il va régulièrement les voir, mais paradoxalement a très très peur de l'eau. N'ose jamais plonger et on sent l'intérêt qu'il porte pour cette discipline jusqu'au jour où son papa s'en mêle et essaye de le convaincre d'affronter sa peur et de plonger dans l'eau. Il va réussir à nager et très très vite il s'avère qu'en fait sommeille en lui un grand champion parce qu'il nage pour la première fois à l'âge de 10 ans et à 16 ans il est déjà champion d'Afrique du Nord. À 18 ans il vient en métropole pour rejoindre le Racing Club de France qui était à l'époque le meilleur club de natation de France. Et va démarrer une histoire extraordinaire, l'histoire de quelqu'un pour qui la vie va osciller entre grande gloire et grande douleur. Je ne sais pas si on raconte la suite de son histoire tout de suite, mais cet homme a remporté tous les championnats de France de la fin des années 30 au début des années 40, était le plus grand sportif de sa génération, pas que nageur, c'est-à-dire qu'il brisait des records, il a participé aux Jeux Olympiques en équipe de France, a vaincu les Allemands sous les yeux d'Hitler. C'était un destin absolument extraordinaire d'un homme qui a démarré la natation très tard, mais qui s'est tout de suite rattrapé sur les années manquantes. Puis, symboliquement, en 1943, alors que c'est le meilleur nageur français, on va déplacer les championnats de France de Paris à Toulouse, spécialement en zone libre pour qu'il puisse y participer, parce que le risque était trop grand de franchir la ligne de démarcation pour lui. Tout le monde veut le voir participer aux championnats de France, mais c'est à ce moment-là que les autorités allemandes décident de le bloquer, de l'interdire des compétitions officielles et de mettre un stop net à sa carrière, alors qu'il est à l'apogée de sa gloire sportive. Très peu de temps après ces championnats, il sera dénoncé apparemment par un de ses concurrents nageurs et se retrouver à Auschwitz. Encore une fois, au sommet de sa gloire sportive. C'est-à-dire que quelques mois plus tôt, il est encore à la une des journaux, remporte toutes les victoires, toutes les médailles, est un exemple pour la France et pour la jeunesse française, et se retrouve trahi par l'un de ses camarades, trahi par son pays, trahi par le drapeau qu'il défendait,
arrive à Auschwitz avec sa femme et sa fille de 3 ans. Est-ce que vous, qui avez vécu tout ça, vous pouvez penser à un moment qu'on puisse se dire que vous avez été poussé, comme vous le faites aujourd'hui, par quelque chose qui vous implique comme une mission? Parce que vous êtes là quand même tous les deux, avec 3 ou 4 générations qui vous séparent, et aujourd'hui vous avez le même métier d'humanité. C'est-à-dire que vous n'êtes que dans la transmission. Pour moi, c'était une évidence. Quand je suis revenu, quand j'ai été déporté, que je suis revenu d'Auschwitz, j'ai toujours eu le besoin tout de suite de parler, mais malheureusement, notre retour a été assez difficile parce que quand nous sommes revenus, personne n'a voulu nous croire, personne n'a voulu nous écouter. À l'époque, on a pratiquement été culpabilisés d'être revenus. Est-ce que les Juifs restés en France, ceux qui ont pu se cacher, vous ont cru? À cette époque-là, disons que où on a commencé, où il y a quand même des gens qui ont commencé à comprendre, c'est à partir de 1940, quand il y a eu le premier statut des Juifs qui a été mis en place par Pétain, qui avait reçu les pleins pouvoirs. Alors, faut vous dire que quand il y a eu la débâcle de l'armée française, ça a été une catastrophe nationale, puisque de toute façon, à l'époque, l'armée française était réputée pour une des plus fortes d'Europe et qui a fini par capituler en à peine un mois. Et les Allemands se sont arrêtés au bord de la Loire. Ils ont donc occupé tout le nord de la France et toute la façade atlantique jusqu'à la frontière espagnole. Et l'autre partie, ils ont installé ce qu'on appelait la ligne de démarcation, où la France était coupée en deux. Et lui, il a été nommé pour administrer cette partie de la France qu'on appelait la zone sud, la zone libre. Et à partir d'octobre 40, c'est-à-dire à peine 3 mois de cette occupation, son premier souci, alors que la France était complètement démoralisée, détruite par cette invasion, eh bien lui, son premier souci a été de s'occuper des Juifs de France. Et c'est là qu'il a sorti le premier statut des Juifs. Alors évidemment, quand il y a eu les premières lois en disant qu'il fallait aller se faire recenser, bête et discipliné, hein, on obéissait aux lois de la République, eh bien tout le monde a été se faire recenser. Et puis sur les papiers d'identité, il mettait un tampon rouge où il y avait marqué juif dessus. Et même sur les jardins d'enfants, il y avait encore des grilles qui étaient affichées en marquant « interdit aux juifs et aux chiens ». Alors la vie a commencé à être déjà assez difficile pour cette partie de la population. Alfred Nakache, lui, comme vous nous l'avez raconté, Amir, est né en Algérie. Il est destitué de sa nationalité française lorsque Pétain abolit le décret Crémieux. Il quitte Paris pour la zone libre. Et est-ce que vous arrivez, vous, en tant qu'être humain qui incarne ce personnage, à imaginer ce que les Juifs ont pu endurer à cette époque? C'est difficile de se rendre compte, même si le cumul des anecdotes, le cumul aussi des représentations dans lesquelles son destin tragique résonne en moi et me fait comprendre et entasse les données de plus en plus, me ramène de mieux en mieux à comprendre ce qui s'est passé il y a à peine 80 ans dans ces rues que je fréquente. Plus le temps passe et plus je réalise et plus je ressens une douleur, je perçois cette injustice. C'était abstrait pour moi. Et par exemple, d'avoir le privilège de rencontrer une témoin de première ligne, une personne qui me partage ce qu'elle a ressenti, même dans les petits détails du quotidien, le statut des Juifs, les tampons sur la carte d'identité, les interdictions dans les magasins, dans les transports publics. Je ne peux que réaliser davantage l'atrocité de cette période qui concernait notre pays et me poser 1 million de questions sur le pourquoi, sur pourquoi pénaliser des gens par rapport à leurs origines ou leur confession. Il y a 1 million de questions qui remontent pour lesquelles je n'ai forcément pas les réponses, mais qui me troublent profondément. Je suis en train d'atteindre une forme de maturité et de compréhension que je n'ai jamais eue jusque-là. En juillet 1942, Esther Senault, les rafles sont lancées à Paris. Le gouvernement français a décidé d'élargir les arrestations et de cibler également les femmes et les enfants.
C'est-à-dire, il y avait déjà eu une première arrestation, enfin, ce n'était pas une rafle, c'était une convocation, ce qu'on a appelé la rafle du billet vert. C'est-à-dire, ça s'est passé là en mai 41. Donc, on a reçu à la maison, pour 2 de mes frères, de se convoquer, d'être convoqués toujours au commissariat de police pour affaires de famille. Marcel et Samuel? Oui. Oui. Donc, ils se sont présentés. Et là, ils ont été arrêtés immédiatement. Ils ont fait partie des premières déportations. Pour eux, le travail en Allemagne, ça s'est terminé dans les camps d'Auschwitz-Birkenau. Alors, disons que de ces premiers transports, il n'y a pratiquement pas eu de survivants. Quand, à partir du mois de juin aussi, il y a encore une nouvelle loi de Pétain qui est sortie pour aller dans les commissariats pour acheter ce qu'on a appelé l'étoile juive. Alors, c'était une bande de tissu jaune avec l'étoile de David en noir et marqué juif à l'intérieur. Il fallait qu'on couse ça sur nos vêtements, et ceci pour les enfants à partir de 6 ans. Alors, vous voyez déjà, en dehors de toutes les lois qui étaient déjà passées, il y avait encore celle-là où, en dehors des papiers d'identité qui étaient tamponnés, puis l'étoile jaune, on était vite reconnaissable dans la rue. Alors ça devenait de plus en plus dangereux, puis il y avait des bruits qui couraient quand même à partir du mois de juin 42 en disant qu'il y allait avoir des rafles. Et c'est là qu'il y a eu donc au petit matin, le 16 juillet 42, on a entendu, parce que dans ce passage, vous savez, sur 4 mètres de large, les bruits résonnent. Et là, on a entendu donc des policiers qui montaient dans les étages. Nous, on ne les voyait pas, on les entendait, et qui commençaient à taper aux portes en disant préparez un petit bagage, vous réunissez en bas. Et de toute façon, on n'a pas que ça à faire. Alors, chaque policier avait sa fiche pour arrêter tant de personnes. Et puis au fur et à mesure qu'ils montaient dans les étages, vous aviez des femmes qui ne voulaient pas ouvrir, ils défonçaient les portes à coups de matraque pour faire descendre les gens. Alors à la maison, il ne restait plus que mes parents. J'avais ma sœur qui avait 16 ans. Fanny. Moi, j'avais 14 ans à l'époque et j'avais un petit frère de 11 ans. Alors, on s'est mis à la fenêtre pour regarder ce qui se passait. Donc, on voyait l'immeuble d'en face. Vous savez, 4 mètres, ça fait pas loin. De là, on était complètement ahuris. J'ai vu descendre des femmes avec des enfants, des familles nombreuses avec des enfants qui hurlaient. Vous avez même des femmes qui essaient de se suicider, de jeter par la fenêtre. Ils ont descendu des personnes âgées sur des civières. Et je crois que toute cette rafle a duré pratiquement toute la matinée. Il y avait des autobus qui attendaient au coin de la rue pour emmener tous ces gens dans ce qu'on appelait la rafle du Veldiv. Et puis, finalement, ils ne sont pas venus chez nous. Une fois que, évidemment, tous les autobus sont partis, ma mère, qui était très inquiète, parce que nous avions toute notre famille qui habitait dans le même quartier, avait demandé à ma sœur et à moi d'aller voir ce qui se passait. Alors, ma sœur est partie de son côté. Et moi, ma mère m'avait envoyé, parce que j'avais un de mes frères qui, lui, avait été naturalisé français, qui était parti en 1937 faire son service militaire. Et comme à l'époque, le service militaire durait 2 ans, en 1939, il y a eu la déclaration de la guerre, donc il n'avait pas été démobilisé. Donc, au moment de la défaite de l'armée française, il a réussi, avec une partie de son régiment, la ligne de démarcation n'était pas encore installée, de se retrouver à Pau. Et alors, il était marié, il habitait place de la République, au début du boulevard Voltaire. Il était marié, il avait un petit garçon de 4 ans. Alors, ma mère m'avait dit d'aller jusqu'à la place de la République pour voir ce qui était arrivé à ma belle-sœur. Alors, quand je suis arrivé là, la gardienne était sur le pas de la porte. Elle me dit c'est pas la peine de monter, ta belle-sœur et ton petit-neveu ne sont pas là. Je dis qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit non, ton frère a réussi à les faire passer en zone libre, donc sois tranquille, ils n'ont pas été inquiétés. Donc je suis reparti. Et quand je suis arrivé à la maison, pour dire à ma mère ce qu'il en était, eh bien, le policier, entre-temps, est revenu avec sa fiche. Donc il a arrêté mes parents et mon petit frère qui avait 11 ans, qui ont été envoyés immédiatement au camp de Drancy, et ils ont été déportés donc au mois d'août 1942, un mois après. Je suis parti parce que j'ai fait le tour du quartier, évidemment, je ne retrouvais personne de la famille, tout le monde avait été arrêté. Et puis là, comme ne sachant pas où aller, je suis retourné chez la gardienne. Elle m'a gardé une quinzaine de jours.
Alors là, évidemment, en prenant pas beaucoup de précautions, parce qu'il y avait des affiches qui étaient placardées dans les rues de Paris, en disant que les gens qui essayaient de sauver des Juifs risquaient eux aussi de se faire arrêter. Alors, il faut vous dire que la France était coupée en deux, mais l'opinion des Français aussi. Il y avait ceux qui aidaient, puis ceux qui dénonçaient. Alors, évidemment, ça devenait dangereux pour elle et pour moi. Elle me dit, il faut trouver une solution. Alors, la solution, c'était de rejoindre mon frère qui était à Pau. Et alors, elle m'a trouvé un passeur pour me faire franchir la ligne de démarcation. Alors, ce monsieur m'a emmené jusqu'à la gare d'Austerlitz, il m'a mis dans le train. Donc, j'ai voyagé toute la nuit. Le matin, on est arrivé à Bordeaux. Et là, quand je suis descendu sur le quai, je me suis rendu compte qu'il convoyait une quinzaine de personnes, vous voyez, des familles entières, pour franchir la ligne de démarcation. Alors, il nous a commencé par nous expliquer qu'il avait loué quelques chambres dans un petit hôtel à Bordeaux, et que le lendemain, on prendrait un car à la gare routière qui nous emmènerait à Mont-de-Marsan et qu'on traverserait la ligne de démarcation dans la forêt des Landes. Alors on s'est préparé le lendemain, on a attendu, il n'est jamais revenu. Et moi, je me suis retrouvée toute seule à Bordeaux à 14 ans. Alors, vous savez, là, ça a été la catastrophe, parce que je me suis dit, si j'étais restée à Paris, je me serais peut-être débrouillée, hein, puisque j'aurais certainement trouvé une solution. Mais là, à Bordeaux, toute seule. Alors, j'ai attendu un moment, et puis j'ai demandé aux passants où était la gare routière. Et là, je suis arrivé à la gare routière, et effectivement, j'ai trouvé un petit minibus où il y avait marqué Mont-de-Marsan dessus. Alors, je me suis approché. C'était un bus qui prenait les gens qui habitaient à Mont-de-Marsan et qui venaient travailler à Bordeaux. Donc, c'était toujours les mêmes personnes qui convoyaient, et le soir, ils les ramenaient. Donc, le chauffeur du bus connaissait tous les gens qui montaient dans ce bus. Alors, évidemment, les gens ont commencé à monter. Moi, j'étais devant la porte. Alors, au bout d'un moment, le bus était plein. Il descend, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là toute seule? Où sont tes parents ?» Alors il me dit « Mais tu veux aller où ?» Je dis « À Mont-de-Marsan. » Alors il a fini par comprendre, il a commencé à m'interroger, puis je lui ai expliqué. Alors il m'a dit « Oh, tu sais, c'est dangereux, parce que tous les gens qui avaient échappé aux rafles, à ce moment-là, tous ceux qui avaient les moyens essayaient de quitter Paris et puis de franchir les différents endroits de la ligne de démarcation. Il m'a dit, tu sais, c'est dangereux à Mont-de-Marsan parce qu'il y a la gendarmerie française qui fait des contrôles pour tous les gens qui arrivent. Alors il m'a dit, écoute, tu restes avec moi. Moi, je connais pas mal de gens, puisque je suis originaire de Mont-de-Marsan. Je te trouverai certainement des gens du pays, parce que les gens du pays faisaient franchir la ligne, mais bénévolement, hein, ils ne se faisaient pas payer. Donc, on est arrivé à Mont-de-Marsan. Il a commencé à aller dans différents bistrots pour demander à des gens qui connaissaient si quelqu'un voulait me faire franchir la ligne. Enfin, il a bien parlementé. Puis tous les gens se sont excusés en disant non, c'est trop dangereux. C'était fin juillet déjà. Puis sur ces entrefaites, il y a un jeune homme qui est arrivé. Il m'a dit, écoutez, moi, je connais bien la forêt. Il dit, si vous voulez, je vous emmène, je vous explique, mais moi, je ne passe pas non plus. Alors, je suis parti avec lui. On est descendu dans un fossé. Il a commencé à m'expliquer comment il fallait faire. Et puis, il est parti. Alors, j'ai attendu qu'il fasse nuit, bien sûr. Au mois de fin juillet, il fait nuit vers 11h moins le quart. Et puis là, à la fin, vous savez, j'ai commencé à paniquer parce qu'il faisait vraiment nuit noire. Puis, je ne retrouvais plus du tout les points de repère qu'il m'avait donnés. Alors, vous savez, quand on commence à paniquer, on ne raisonne plus. J'ai marché comme ça toute la nuit sans savoir où aller. Et puis finalement, au petit matin, vers 5h du matin, il faisait à peine jour, j'ai aperçu une ferme au loin. Alors je me suis dirigé vers cette ferme, il y a un chien qui a aboyé, j'ai vu sortir un vieux monsieur qui m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là en pleine nuit dans la forêt ?» Évidemment, c'est pas évident. Alors je lui ai dit « Je me suis perdu, je ne sais pas où je suis. » Alors il m'a dit « Tu voulais franchir la ligne ?» Je dis « Oui. » Alors je lui ai dit « Mais je suis où là ?» J'étais arrivé à Grenade-sur-la-Dour, qui était en zone libre. Et c'était à 15 km de Mont-de-Marsan. Vous voyez, j'ai fait mes 15 km dans la nuit. Et puis finalement, là, il m'a fait rentrer dans sa ferme. Il m'a nourri. Ça faisait plus de 48 heures, j'avais rien mangé. Je me suis reposé, puis je lui ai demandé, il m'a dit, mais tu veux aller où maintenant? J'ai mon frère qui est à Pau, mais je ne sais pas où c'est. Puis je dis, qu'est-ce qu'il y a comme transport pour aller jusqu'à Pau? Alors il m'a dit, il y a un car qui passe en fin d'après-midi. Il me dit, t'inquiète pas, il avait encore une carriole avec un cheval. Il m'a dit, je t'emmènerai jusque-là. Alors je me suis reposé l'après-midi, et puis arrivé vers 17h, il m'a fait un colis de ravitaillement, il m'a donné de l'argent. Vous voyez, il y a quand même eu des gens qui ont commencé à comprendre à ce moment-là. Et puis il m'a emmené au car, et effectivement, je suis arrivé à Pau dans la soirée.
Et là, j'ai été trouver mon frère, puisque il y avait des cartes interzone à l'époque, donc je connaissais l'adresse. Évidemment, quand il m'a vu, il a été un peu surpris. Hein. Et il m'a commencé à demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Je lui ai expliqué que toute la famille avait été arrêtée. Alors là, il a trouvé une chambre de bonne, à Pau, où je suis resté jusqu'au mois de novembre 1942. Et à partir de ce moment-là, Pétain a donné l'ordre d'arrêter tous les Juifs. Et là, mon frère m'a dit, écoute, tu peux pas rester tout seul dans cette chambre, il fallait la payer. Et moi, je me suis dit, bon, bah, mon frère est parti, je connais personne à Pau, je vais remonter à Paris, puisqu'il n'y a plus de ligne de démarcation. Et vous savez, dans mon idée, je me suis dit, mes parents étaient âgés, mon petit frère qui avait 11 ans, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces gens-là? Ils ont peut-être été relâchés. Vous savez, je me faisais beaucoup d'illusions. Alors, j'ai repris le train, là, tranquillement, sans problème. Et puis, je suis arrivé dans le quartier, évidemment. Je suis monté chez moi, il y avait toujours les scellés. J'ai refait le tour du quartier, et puis je suis reparti chez cette gardienne qui m'avait hébergé. Qu'est-ce que vous ressentez, Amir Haddad, de ce parcours de cette femme qui est là à côté de nous, qui avait 14 ans à l'époque, qui se retrouve seule face à son destin? J'essaye de me mettre à sa place, de penser à moi-même à 14 ans, à la différence abyssale des vies et des circonstances dans lesquelles on a grandi, et pourtant, avec une forme d'identification, parce que vous le dites avec une vérité palpable, et tout de suite on se met à votre place et on est troublé jour après jour, étape après étape de tout ce que vous racontez, être livré à soi-même, ne pas savoir le sort de ses parents, de son petit frère, savoir que la famille est éclatée un peu partout et que tout est tellement fragile et tellement risqué. Je ne sais pas d'où vous avez pu puiser ce courage et cette maturité. Vous savez, déjà, comme je vous disais, nous, les enfants, on vivait pratiquement dans la rue. Et vous savez, dans la rue, on apprend beaucoup de choses. On apprend à être indépendant, on apprend à se débrouiller. Alors disons que j'étais certainement beaucoup... J'ai l'impression que dans mon esprit, j'ai l'impression que j'ai jamais vraiment eu d'enfance, que j'ai toujours été adulte. Et vous voyez, moi, j'ai élevé mes enfants pour qu'ils soient toujours très indépendants. Pour dire qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, qu'ils ne soient pas collés après les jupes des parents. Entre ce que vous interprétez en ce moment, entre ce que vient de raconter Esther Senot, entre ce qui se passe dans la vie d'Alfred Nakache au moment où il arrive à sortir d'Auschwitz et qu'il attend sa femme et sa petite fille, en tant que père, quand vous vivez ce moment où on lui explique qu'on a tué sa femme et gazé sa petite fille de 2 ans et demi, ça fait quoi pour un être humain de se mettre à la place de ces gens-là? Disons qu'au départ, c'était abstrait pour moi. J'en parlais comme un fait historique. On a tous lu des histoires, étudié à l'école, les drames des autres, et on apprend à avoir une forme de distance par rapport à ça. Ça, c'était au début. Puis, les représentations se déroulent de plus en plus. Je dois incarner de plus en plus ce moment-là où il découvre que tout ce qu'il attendait, tout ce qu'il a tenu en vie, en fait, le long de la période dans les camps de concentration, c'était de l'espoir de retrouver sa femme et sa fille, et une désillusion troublante, frappante, s'abat sur lui quand il apprend qu'officiellement ils ne sont plus de ce monde. Et le fait de l'incarner, le fait de le raconter, le fait de devoir et de vouloir fusionner avec sa vie, avec ses émotions, m'a fait franchir à un certain moment un sas de compréhension et d'identification qui était au début pour moi infranchissable, parce que peut-être que je voulais me protéger de tout ça et ne pas véritablement réaliser la douleur d'un père qui attend de retrouver sa fille, qui trouve une raison d'être dans l'espoir de cette réunification et qui d'un coup comprend à la fois que sa vie n'a plus de sens, mais aussi qu'il ne reverra plus ses enfants dont il a été détaché sans vraiment pouvoir leur dire au revoir. Et quand je pense à vous et votre maman qui vous envoie voir cette gardienne, vous ne savez pas que vous la voyez pour la dernière fois. Vous êtes à l'époque encore une enfant. Comment est-ce qu'on vit
un moment quotidien, immédiat, aussi simple, sans avoir l'occasion de se séparer, ni même voir le départ de votre mère? Ben, c'est difficile à dire parce que, vous savez, j'étais déjà en mode de survie. Vous savez, quand on est en mode de survie, on trouve toujours des solutions. Vous dites que vous faisiez pas mal d'illusions quant au sort de vos parents, ils vont peut-être revenir. Oui, parce qu'on ne etc. pouvait pas imaginer. Ça, Alors justement, j'aimerais savoir, parce que je suppose que quand vous êtes arrivé au camp, vous êtes quand même encore dites, on va se retrouver après la guerre. À quel moment est-ce que l'innocence disparaît et vous comprenez qu'il n'y aura plus de papa, plus de maman, et peut-être aussi plus certains de vos frères et sœurs? ben, c'est-à-dire qu'au fil des années, donc en parlant de ces rafles du mois de juillet 42, donc de toutes les péripéties de Pau pour remonter jusqu'à Paris, donc quand je suis revenu, j'ai été retrouver la gardienne, puisque j'avais pas d'autre solution, qui m'a encore hébergé pendant presque un mois chez elle, toujours dans les mêmes conditions. Et là, elle avait trouvé une adresse, le comité AMLO, Oui, donc qui s'occupait donc des enfants bien orphelins. sûr. Donc elle a été les trouver, ils lui ont donné l'adresse d'un orphelinat, c'était rue Vauquelin, c'était Oui. une ancienne école rabbinique qui avait été réquisitionnée pour mettre les enfants. Alors là, le problème c'est que les parents qui étaient étrangers avaient été arrêtés et déportés, et les enfants qui étaient français, puisque Pétain n'avait pas encore l'ordre d'arrêter les Français, avaient été placés dans ces orphelinats. Donc elle m'a donné l'adresse, je me suis présenté dans cet orphelinat rue Vauquelin, où je suis resté quelques mois, mais en tant que clandestine, parce que tous les enfants étaient répertoriés par la préfecture de police. Alors de temps en temps, il y avait quand même des contrôles des policiers qui venaient voir si tous les enfants se trouvaient là. Parce qu'il faut vous dire qu'à partir de cette rafle de 1942, de juillet, il y a quand même une partie de la population française qui a commencé à réagir. Et là, vous avez 15 ans, Et là, j'avais 15 ans. vous êtes à côté de la rue de Rivoli et on vous arrête. Au métro Saint-Paul. Et là, il y avait 2 policiers à la sortie du métro qui venaient juste un contrôle de police. Hein, c'était pas une rafle. C'est ce qu'ils faisaient régulièrement dans les gares, dans les rues, aux terrasses de café. Ils contrôlaient les papiers d'identité. Alors évidemment, quand ils sont arrivés à mon tour et qu'ils m'ont demandé mes papiers d'identité, je leur ai dit, écoutez, j'ai 15 ans. À l'époque, on n'avait pas de papier d'identité à 15 ans. Et alors, ils m'ont demandé comment je m'appelais. J'ai pas voulu leur dire parce que j'avais un nom à consonance étrangère. Quand ils m'ont demandé où j'habitais, j'allais pas leur dire où j'habitais. Alors, finalement, celui qui était en civil, il a commencé à me secouer. Il m'a dit, puisque tu veux pas parler, on va t'emmener au commissariat. Et c'est là que je me suis retrouvé au camp de Drancy. Oui. Alors là, c'était début août 43. Vous en parlez très bien dans votre livre et j'ai même envie de demander à Amir de lire un passage où vous êtes rapidement déporté à Auschwitz. J'ai été déporté le 2 septembre 43. Auschwitz-Birkenau. 3 jours. Une éternité à devoir supporter un enfermement avec plusieurs dizaines de personnes dans l'espace réduit de ce wagon. Une souffrance partagée. Verrouillées jusque-là, les portes sont actionnées de l'extérieur. Immédiatement, des cris indistincts, des mots hurlés en allemand, des aboiements. Il faut descendre et aller vite, très vite. Le plateau du wagon est à plus d'1 mètre au-dessus du sol, de quoi se casser quelque chose. Nous nous aidons. Je tombe et m'entaille le genou. Il n'y a aucun ménagement, une odeur de brutalité. Nous devons former des colonnes, l'une d'hommes, l'autre avec les femmes qui doivent garder avec elles les enfants. 5 personnes par ligne. Beaucoup doivent se séparer, les couples, les frères et les sœurs. C'est chaotique. Ça se fait. Il faut avancer. Entre les silhouettes qui précèdent, apparaissent des hommes en uniforme vert. Ils sont posés devant la colonne. Devant eux, nos lignes se défont. D'une colonne à l'autre, je perçois la règle. Ils sont en train de nous trier. Merci. Ils sont en train de nous trier. Qu'est-ce qu'on peut ressentir, Amir Haddad, quand on prononce ces mots et qu'on a la personne qui a vécu ça juste à côté de soi? Pouvoir montrer à cet ennemi abject qu'il n'a pas
qu'il n'a pas tout gagné, il n'aura pas gagné sa vie, il n'aura pas gagné son humanité ni son droit de transmettre et d'essayer d'avertir le monde de ce qui a pu se passer et ce qu'il faut empêcher à tout prix de se reproduire. Esther, vous dites dans votre livre « Mon arrestation a presque été un soulagement ». Oui, parce que vous savez, quand on a traîné la galère pendant 1 an dans Paris, d'orphelinat en orphelinat, j'assure que ça n'a pas toujours été très facile. Alors pour moi, ça a été pratiquement un soulagement en disant « ça y est, maintenant je suis arrêté, je vais retrouver mes parents ». Et même quand je suis arrivé à Auschwitz, quand j'ai vu comment fonctionnait le camp, je me suis dit encore des illusions en disant « ils sont peut-être passés ailleurs, c'était peut-être différent ». Est-ce que, comme le personnage d'Alfred Nakache, c'est le moment où vous arrivez à Auschwitz et vous voyez la mort de partout rôder que vous donne l'envie et la volonté de survivre? Oui, c'est-à-dire que déjà au départ, le triage, et il y avait des camions qui attendaient avec une croix rouge comme des camions sanitaires. Et là, il y a un Allemand qui est arrivé avec un haut-parleur en disant que les femmes, les enfants, les personnes fatiguées pouvaient monter dans les camions, ça leur faciliterait l'arrivée au camp. Alors vous avez 650 personnes qui sont montées dans les camions. Et nous, ils ont fait un groupe d'hommes d'un côté, un groupe de femmes séparément. Donc les camions attendaient, et c'est là qu'ils nous ont fait défiler devant les Allemands qui étaient à l'autre bout du quai, et qui faisaient donc ce qu'on a appelé la première sélection. On a donc été sélectionnés à 106 femmes pour entrer au camp, et du côté des hommes, il y en a eu 230. Et ce transport des hommes, ces 230 hommes qui ont été sélectionnés, ont été envoyés immédiatement à Varsovie pour nettoyer le ghetto de Varsovie où il y avait eu la révolte. Donc on n'en a plus jamais entendu parler, ces hommes, on ne sait pas s'ils sont venus ou pas, puisqu'on n'avait plus aucun contact. Et nous sommes partis donc à pied. Et à ce moment-là, les camions sont partis de leur côté, et nous sommes partis à pied en direction du camp d'Auschwitz-Birkenau. Il y avait une fumée noire avec des odeurs nauséabondes, mais enfin, on n'y voyait rien du tout. On a commencé à rentrer dans l'allée centrale. Et là, moi, au camp de Drancy, j'avais fait la connaissance d'une jeune femme qui avait 6 ans de plus que moi. Alors, je lui disais, quand on voyait cette fumée, je lui disais, de toute façon, comme on nous a parlé d'un camp de travail, je dis, ça doit être des usines. Et là, évidemment, le long de l'allée centrale, on voyait des femmes qui avaient l'air de véritables squelettes ambulants, avec des chiens qui couraient après. On a vu des cadavres le long de l'allée qui n'étaient même pas encore ramassés. On se demandait dans quel enfer on était arrivé. Et là, on est arrivé au bout de l'allée centrale. On nous a fait rentrer dans un bâtiment en nous disant de nous habiller, que nous allions prendre une douche. Alors que nous, on était sélectionnés pour les travaux forcés, on a pris une douche. Là, nous, on a eu droit à une vraie douche froide, sans savon ni serviette, puisque de toute façon, les bagages étaient restés sur le quai. Et une fois que tout ça a été terminé, on nous a remis dans une autre baraque où il y avait des grandes tablées avec des hommes derrière qui nous ont rasés entièrement et qui nous ont tatoué un numéro sur le bras, en nous disant que maintenant nous n'avions plus d'identité, que dès l'instant où on était interpellés dans le camp, il fallait qu'on donne notre numéro. Alors après, une fois que ça a été terminé, on a demandé aux hommes qui nous avaient tatoués, qui étaient là, en disant, mais les gens qui sont montés dans les camions, à quel moment on va les retrouver? Alors là, c'est là qu'on a eu très rapidement l'explication comment fonctionnait ce camp de Birkenau, en nous disant qu'ici, c'était pas un camp de concentration, que c'était un camp d'extermination, qu'on était sélectionné pour les travaux forcés. Tant qu'on pourrait travailler, on resterait là. Et le jour où on pourrait plus travailler, on finirait comme les autres dans la chambre à gaz. Alors, on se regardait avec Marie en disant, mais il nous raconte ça pour nous faire peur, comment est-ce qu'on peut... On ne comprenait pas, on n'arrivait pas à réaliser ce qu'il nous racontait. Et puis après, il y avait des commandos spéciaux qu'on appelait les ondaires commandos, qui venaient récupérer les corps pour les mettre au crématoire. Alors vous savez, ce mot de crématoire, on n'en avait jamais entendu parler, nous, avant la guerre. Vous pensez, Amir Haddad, que le personnage que vous incarnez, Alfred Nakache, a trouvé la force à Auschwitz d'aller nager dans une mare d'eau noire sous ordre des SS parce qu'il a pensé à sa femme et sa petite fille? Bon, je pense que quand la mort est si proche, si palpable, on se donne peut-être les moyens, tant qu'on peut se les donner, d'essayer de survivre, de trouver une chance
de gagner encore une journée. Mais tant qu'il arrivait à les imaginer, il était prêt à se battre et à tout mettre en œuvre pour pouvoir les retrouver après. Y compris plonger comme un animal de cirque dans une marée d'égouts, récupérer. C'est pas arrivé qu'une seule fois avec un poignard, c'est l'histoire la plus connue, mais ils lui ont jeté des pierres, ils lui ont jeté des clés, et à chaque fois, il s'amusait à voir ce grand nageur se jeter à l'eau comme un animal, plonger, en se disant que soit il trouve pas et on a une excuse pour l'abattre, soit il se noie. Mais l'infime chance qu'il en sorte en vie avec le couteau, ils ont essayé de reproduire et de reproduire et de reproduire cet acte. Et on voit la force de volonté qu'avait cet homme de ne pas les laisser gagner. Et même quand il s'écroulait, même quand il s'effondrait, il ne le faisait pas devant eux, pour pas leur apporter ce plaisir de voir qu'ils l'ont démoli, moralement et humainement. Autant pour le personnage d'Alfred Nakache qui va nager dans cette mare d'eau noire sous ordre des SS et qui finit par trouver une lame de couteau tout au fond. Pour vous, elle est aussi troublante et déchirante parce que c'est le moment où vous retrouvez votre sœur? Le soir, quand on rentrait, on avait encore le droit à la soupe, et puis on avait le droit d'aller dans ces fameuses baraques qu'on appelait les latrines. Alors c'était des grandes baraques avec des trous percés, vous voyez, dans le sol, comme ça, où on faisait nos besoins. Et là, un soir, j'ai vu arriver ma sœur. Enfin, c'est elle qui m'a reconnu, parce que moi, je ne l'ai pas reconnue. Alors, c'était ça, le premier hiver, c'était déjà en décembre 1943. Donc le premier hiver. Et pour vous dire, sur les 106 femmes, 3 mois après, il y en avait déjà plus que 50. Il y en avait déjà la moitié qui était morte. Et quelle émotion vous avez eue quand vous avez vu votre sœur? Vous savez, les retrouvailles ont été un peu plus pénibles. Elle s'attendait tellement peu à me voir arriver là. Alors là, elle m'a demandé effectivement où je travaillais. Alors quand je lui ai dit qu'on travaillait dans les commandos extérieurs, elle savait très bien qu'on ne pouvait pas y passer un hiver. Et puis vous savez, pour les Allemands, ça ne posait pas de problème. Comme ils avaient occupé toute l'Europe, et tous les transports arrivaient de l'Europe entière. Quand ils faisaient la sélection, si par exemple il y avait une centaine de femmes qui étaient mortes entre les deux transports, ils sélectionnaient que les 100 femmes qu'ils avaient besoin. Même si les autres étaient capables de travailler, ça ne posait pas de problème pour eux. Ils avaient toujours de la viande fraîche pour remplacer les autres. Et encore après ça, vous avez vécu ce qu'on appelle la marche de la mort. Oui. Je crois qu'avec Marie, on a été les deux seuls à rester 16 mois à Birkenau. Alors, ma sœur, au fur et à mesure, tous les matins, on avait un petit flottement de 5 à 10 minutes. J'allais la voir dans sa baraque, parce que comme elle travaillait dans un autre commando, elle travaillait dans un atelier de couture, j'allais la voir tous les matins. Là, je suis arrivé au mois de mars, début avril 1944. J'ai été la voir, elle n'était pas là. Alors, j'ai demandé aux femmes qui étaient à côté d'elle, mais où elle est? Alors, il m'a dit, elle n'a pas pu se lever, ils l'ont envoyée à l'infirmerie. Alors, l'infirmerie, c'était l'antichambre de la mort. Alors, je me suis précipité à l'infirmerie, et là, j'ai trouvé ma sœur allongée sur une paillasse, crachait le sang, qui était couverte de plaies. Et puis là, je lui ai dit, écoute, Fanny, parce que, vous savez, quand il y avait l'appel, que les gens ne sortaient pas à l'appel, l'après-midi, il y avait la charrette qui passait, qui les emmenait directement au crématoire. Dès l'instant où elle ne se levait pas, c'est qu'elle ne pouvait pas aller travailler. Alors je lui ai dit, tu sais, Fanny, tu ne peux pas rester là, je vais t'aider à sortir. Elle m'a dit, non, écoute, laisse-moi. Pour moi, c'est fini, j'ai essayé de tenir le plus longtemps possible. Alors elle dit, toi, tu es jeune, la guerre va bientôt finir, parce qu'au fur et à mesure du transport qui arrivait, on savait que les Allemands reculaient en Russie, on était quand même au courant de ce qui se passait à l'extérieur du camp. Alors elle me dit, toi t'es jeune, la guerre va bientôt finir, t'as une chance. Si t'as une chance de tenir le coup, essaie de faire ton possible pour tenir le coup le plus longtemps possible, pour que tu puisses rentrer en France et raconter ce qui nous est arrivé, qu'on ne soit pas les oubliés de l'histoire. Alors elle m'a prise dans ses bras, elle s'est soulevée un petit peu, puis... Là, elle m'a dit, écoute, tu me promets que tu raconteras. Alors, j'ai fini par lui dire, oui, je te promets. Je suis parti, malheureusement. Elle n'était plus là quand je suis revenu. Alors, pour moi, ça a été vraiment la période, une des périodes les plus difficiles, parce que pour continuer à avoir ce blanc dans la tête en disant « faut que j'arrive au bout, faut que je sorte de là ». Et on est arrivé quand même, on a réussi avec Marie, on est arrivé jusqu'au 17 janvier 1945, où là, on a été mis sur les routes. Pendant plusieurs jours,
Là, je crois qu'on a évacué tous les camps de Pologne et des environs à 58 000 personnes à être mis sur ces routes qu'on a appelées la marche de la mort. Ça justifiait bien son nom. Parce que dès l'instant où on marchait, s'il y en avait une qui sortait des rangs ou qui tombait, il y avait le SS qui sortait son pistolet pour mettre une balle dans la nuque. Donc le camp a été libéré le 27 janvier, 10 jours après notre départ. Et alors là, au fur et à mesure, donc quand on est arrivé à Bergen-Belsen, je ne pouvais plus me lever, je dis on n'ira pas plus loin, on va être tués sur place. Mais on sentait bien qu'on ne pouvait plus nous envoyer ailleurs, hein. On était au bout du bout, hein, en Autriche. Et puis là, à 1h de l'après-midi, il y a eu le drapeau blanc sur la citadelle. Et on a vu descendre les premiers déportés en courant en disant les Allemands ont ouvert les portes, faut partir parce qu'ils ont dit qu'ils allaient revenir, qu'ils allaient tuer tout le monde parce qu'à chaque fois qu'on évacuait un camp, le camp était miné, fallait que tout le monde suive. Alors on s'est regardé avec Marie en disant qu'est-ce qu'on fait. Alors je lui ai dit si on sort ils sont certainement cachés, ils vont nous tirer dessus. Alors je lui ai dit écoute, de toute façon mourir pour mourir, autant qu'on risque quelque chose encore. Alors vous voyez le matin je pouvais déjà pas me lever, mais l'après-midi on est parti. Il y a 3 ou 4 femmes qui nous ont suivis, pas plus. Et là on a longé un espèce de sentier. Je serais incapable de dire pendant combien de temps. Et on est arrivé dans une clairière où il y avait un bâtiment, c'était un ancien couvent qui avait été transformé en hôpital militaire pour les SS qui avaient été blessés au front. Et là, il y avait des prisonniers de guerre français qui travaillaient dans cet hôpital. Alors, quand on est arrivé devant eux, on est tombé, on n'a pas pu aller plus loin. Ils nous ont ramassés, ils nous ont emmenés dans leur baraque. Et là, ils ont commencé à vouloir nous nourrir, et nous ne pouvions plus rien avaler. Et finalement, les Allemands ont capitulé le 8 mai 1945. Donc, on a été soignés dans cet hôpital jusqu'à fin mai 1945. Et là, quand on tenait à peine debout, on a été rapatriés en avion militaire sur Villacoublay. Là, il y a un car qui est venu nous chercher pour nous amener à l'hôtel du Tessia. Quand vous entendez tout ça, et avec ce que vous jouez en ce moment, c'est-à-dire le destin d'Alfred Nakache, est-ce que vous pensez que le témoignage d'Esther Senault est son marathon de transmission et que votre travail de tous les jours depuis des mois et encore pendant des mois est grâce à vous, par le fait que des jeunes générations viennent voir ce spectacle par rapport à votre image, votre succès, votre talent? Est-ce que vous pensez que la culture et le culte, dans ces cas-là, peuvent aider à réparer? Totalement. Totalement, même si au début je doutais de ma légitimité de raconter ces histoires à la première personne, alors qu'il y a en parallèle des personnes qui ont véritablement vécu ces choses-là. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte d'une autre chose, c'est ce que vous venez de dire, c'est que peut-être que pour un jeune, il est plus facile de tendre l'oreille quand c'est moi qui raconte l'histoire. Et quand c'est incarné de cette façon, comme le dit Alfred dans la pièce, on n'oublie rien, mais on avance. Merci. Merci à tous les deux. Merci Esther Senault. Ça a été incroyable d'écouter ces deux parcours. Celui d'Alfred Nakache, interprété par Amir Haddad, et vous, qui êtes là à côté de nous, qui êtes sortis de tout ce périple incroyable. Je pense que c'est un message d'espoir que de vous avoir à nos côtés, de savoir que tous les jours, vous transmettez. Je vous remercie tous les deux du fond du cœur. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et à bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.